Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live Préférence Rhum dédié, une fois et coutume, au whisky live de l'année. Donc, nouveau live, whisky live, c'est logique. Je suis en compagnie de mes acolytes Pierre et Romain. Salut. Bonjour à tous. Pour les habitués, vous savez que normalement, il y a Flo qui est avec nous, mais il n'était pas là, donc il ne pourra pas faire le récap, malheureusement. Donc, on est super content de faire ce nouveau live. On a eu quelques échos très, très sympathiques sur le salon de gens qui suivaient nos lives et récap, etc. Donc, merci à eux. On est super content de voir qu'il y a des personnes qui nous écoutent ça fait très, très plaisir. Donc, merci à tous. On a bossé un peu en amont l'organe, donc on va essayer de faire ça carré cette année. Je crois en nous, les gars. Aussi carré que le salon. Donc, je vais commencer par un petit avis général sur le salon. Franchement, l'an dernier, je m'étais un peu enflammé en parlant de Disneyland, des spiritueux. Et je crois qu'on peut rester là-dessus, quoi. Franchement, c'est un salon d'une très, très grande qualité. Et on va tenter de parler un peu de tout ça au cours de ce live. Mais franchement, il y a du gros travail qui est fait par la Maison du Whisky. Donc, il faut le dire. On a cherché quelques flops avec Romain et Pierre, on en parlera tout à l'heure. Mais très honnêtement, les flops sont juste là pour équilibrer un peu, tenter d'équilibrer au moins ce qu'on va dire. Donc, voilà, c'était vraiment un très, très beau salon et j'ai vraiment apprécié ce week-end que j'ai passé avec toi, Pierre, et le dimanche avec toi, Romain. Donc, Romain. Ouais, alors du coup, s'il faut poursuivre un petit peu, c'est effectivement un beau salon et c'est un beau salon en partie, et ça fait partie un peu, pas de mes coups de cœur, mais vraiment l'impression générale que je retire, parce qu'en fait, il y a quand même des distilleries qui, pour moi, jouent le jeu, qui apportent des très très belles bouteilles et qui en plus sont assez généreux sur le service, c'est-à-dire que jusqu'au lundi après-midi, parce que moi je suis vraiment parti dans les, les tout derniers, du salon, en fait, il y avait des très très belles bouteilles qui étaient servies. Je vais pas toutes les citer, mais voilà, les distilleries se reconnaîtront. Et il n'y avait pas de problème. Il y avait des verres, des très beaux godets qui étaient servis à des gens un peu éméchés, d'ailleurs. Mais c'était voilà. Je sais qu'on avait déjà regretté ça, mais là, en fait, on peut pas reprocher aux distilleries de pas partager, d'être généreux et puis de mettre en valeur leurs beaux produits surtout. Donc ça, c'était vraiment très agréable. Tu vas y revenir dans ton top général du salon, mon cher Romain. Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Je vais revenir à ça dans mon top général. Mais voilà quoi. Donc belle impression générale. Et puis voilà, il n'y a pas que l'organe de la maison du whisky, il y a aussi les distilleries qui sont voilà, au top. Et de mon côté, pour l'impression générale, c'est peut-être la première fois où j'avais un petit doute avant de monter à Paris. Parce que moi, je suis pas de région parisienne, donc ça me fait un petit voyage quand même pour monter. Et c'est vrai que les échos qu'on a vus avant le salon, les pré-catalogues, etc., c'était pas ultra en balance si on parlait uniquement niveau Rhum. Et du coup, forcément, c'était peut-être la question, est-ce que cette année, ça va être au niveau de ce qu'on a connu? Et je rejoins ce qu'ont dit mes deux camarades, c'était encore une fois, l'incontournable en fait. Le whisky live, c'est incontournable pour les passionnés de rhum et de spiritueux. On a deux moments forts dans l'année, c'est le whisky live et le Rhum Fest. Et c'est vrai que on avait dit à un moment que on en a parlé au moment où on a parlé du Rhum Fest, que le Rhum Fest remontait un petit peu, se rapprochait un peu du whisky live, mais sur ce qu'on a vu en 2023 en termes presque à tous les niveaux en fait, le whisky live c'est vraiment l'incontournable, la proposition incontournable pour tous les passionnés. Ouais, et donc là, on va rentrer dans vraiment nos coups de cœur de l'année, pas en termes de bouteilles, ça on en parlera à la fin, mais plus au niveau général. Donc Pierre, je te laisse la main. Voilà, j'enchaîne un petit peu sur un petit peu mon impression générale, c'est au niveau de l'organisation. Chaque année, c'est très bien organisé et chaque année, c'est encore mieux organisé que l'année précédente, je trouve. On arrive, on a l'impression qu'il y a une queue gigantesque et puis en fait, il y a beaucoup de monde qui travaille à l'organisation, donc c'est quand même fluide. Il y a un gros service de sécurité, alors ça peut paraître des fois un petit peu bloquant et en même temps, les mecs ils sont là pour faire leur boulot, ils sont là pour que ça se passe bien et ça se passe bien. On est quand même dans un contexte où les gens sont à des degrés divers et variés alcoolisés.
et donc avec un potentiel forcément avec un potentiel de difficulté qui se démultiplie avec l'alcool. Et voilà, l'organisation, elle est parfaite. En fait, dans le salon, on respire. Il y a les parties extérieures qui sont agréables. Globalement, on a même réussi sans trop de difficultés à s'asseoir pour manger. C'est quand même assez fluide à ce niveau-là. Alors, il y a toujours, oui, beaucoup de queues. Le dernier petit truc d'organisation, c'est que pour manger, il y a quand même pas mal d'attentes. Des fois, ça fait aussi du bien de prendre l'air. Mais il y a un petit peu d'attente pour manger. Alors après, il y a beaucoup de monde, tout le monde y va en même temps, en plus souvent vers 15 heures quand ça, la première partie de la déguste, les 2 premières heures, elles sont un petit peu digérées, on a envie de prendre l'air. Mais non, voilà, alors une organisation, on voit que c'est très, très professionnel, on voit qu'il y a énormément d'expérience. Et chaque année, c'est de mieux en mieux, en fait. C'est assez impressionnant à ce niveau-là, comme le week-end est fluide, alors que je pense que derrière, c'est un sacré casse-tête à mettre en place. Donc, un gros coup de chapeau à l'organisation pour nous proposer un salon comme ça où on n'est pas du tout ni oppressé, ni dans un sentiment de bruit exagéré, d'ambiance qui pourrait se tourner un petit peu mauvaise. Non, c'est super bien. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y avait plein de petits jeunes qui étaient en sweat rouge et qui faisaient tout ce qui était bouteilles d'eau sur les stands, etc. Enfin, excusez-moi pour le terme, mais un peu la partie logistique, etc. Pour aider tout le monde. Et ils étaient très nombreux et voilà. Moi, dans mon top de l'année, c'est un peu la continuité de l'an dernier. Il y a un an, je découvrais, enfin, ouais, on peut le dire, tout ce qui était spiritueux français, Armagnac, Cognac, etc. Et cette année, j'aimerais vraiment mettre un gros coup de chapeau sur ces distilleries françaises, parce que nous, on vient du monde du rhum. Bon, Romain, et on a vu le whisky il y a plusieurs années, une dizaine d'années, qui avait commencé même un peu plus à monter en gamme, etc., côté marketing. Le rhum, nous, on arrivait préférence rhum en 2019, au moment où ça commençait à se structurer. C'est pour ça qu'on a lancé le blog, etc. Et là, je pense qu'on arrivait à un palier où le rhum s'est bien développé, les marques ont du budget, elles savent marketer, etc. Et il y a un an, je découvrais, je vais dire parce que c'est moi, les spiritueux français, Armagnac, Cognac, etc. Et, il y a eu une découverte dans l'année. Et cette année, franchement, il y avait une qualité qui était folle sur les quelques stands d'Armagnac, de Cognac, etc. Des gens qui étaient franchement super sympas, vraiment des passionnés qui sont contents de faire découvrir leur bouteille. On est passé, on va en parler tout à l'heure, Romain te parlera tout à l'heure de domaine des Hautes-Glaces, mais on s'est arrêté à un moment, il y avait beaucoup de monde au domaine des Hautes-Glaces. On a passé un quart d'heure avec le gars qui était passionné, super intéressant. Je ne sais pas s'il verra cette vidéo, mais on le salue. Franchement, c'était top. L'Encantada, bon, j'en parle un petit peu depuis un an, donc voilà, mais c'était un plaisir et je vais dire un petit quelque chose parce que c'était marrant. Au moment où je suis parti du salon le dimanche soir, il y a Vincent que j'ai vu en dehors des salons qui me dit nous on est un peu spéciaux, c'est désolé, mais je lui dis mais c'était un kiff. C'est un kiff de ce côté un peu foufou. On n'est pas dans la norme un peu peut-être whisky, un peu classe, etc. Et c'est un kiff et on a mangé la tome de brebis des voisins de Vic-Fezensac. C'était un kiff et c'est peut-être pas le côté classe, mais c'est le côté convivial et c'est ce qu'on aime. On en parlera tard de Pasquet, mais Pasquet, on y est passé 2 fois, enfin, toi et moi, Pierre, avec des gens en plus qu'on connaît un petit peu de Paris, etc. Samedi, c'était top. Dimanche, on y est repassé avec toi, Romain, c'était toujours top. Charon, c'était super. Opérin, bref, il y a vraiment du lourd à tous les niveaux. Et je ne parle même pas du rhum, hein, parce que le rhum, j'aime ça. Il y avait, on en parlera après, mais il y avait plein de belles choses. Franchement, c'était top. Et c'était top. Et voir des gens qui ont une telle passion et qui étaient un peu mis de côté, entre guillemets, je suis vraiment content d'avoir pu, l'an dernier, m'y intéresser un peu, parce qu'il y a vraiment des gens formidables et c'est super intéressant. Donc voilà, moi, mon top global de l'année, c'est les spiritueux français dans toute leur splendeur, avec des gens qui sont super intéressants. À toi, Romain. Romain, c'est à vous. Oui, ouais, alors j'avais un peu, parce que j'ai un peu abordé ça dans l'ambiance tout à l'heure, du coup, en parlant de mon impression sur le whisky live, qui est effectivement un très très beau salon, et en disant, alors voilà, effectivement, un grand merci à ces petites personnes qui nous tartinaient des petites tartines de fromage pour éviter qu'on tombe ivre-mort, voilà, toutes ces petites bouteilles d'eau qui étaient amenées partout, ça c'est ce qui fait aussi qu'un salon il se déroule dans le bon esprit et la convivialité.
Et puis, encore une fois, moi, j'ai envie de remercier, et c'est ce que j'ai dit, donc du coup, les distilleries de Rome, mais la plupart des distilleries qui amènent vraiment des super produits, quoi. Et donc, c'est un ensemble, quoi. On peut avoir un salon qui est hyper bien foutu en termes de marketing, qui a une logistique de fou, mais en fait, il faut se rendre compte aussi du coût que ça a pour les distilleries de louer un espace sur un salon, d'apporter des bouteilles. Et en fait, il y a des gens qui n'hésitent pas. C'est pas que de la com, c'est pas que venez voir ma plaquette, c'est vraiment, voilà, nous, ce qu'on fait, c'est ça, et on a envie de le partager avec vous, et ça a été un vrai plaisir voilà, tu as parlé du domaine des hautes glaces, mais il y a plein de distilleries avec qui c'est un vrai plaisir d'échanger en dehors des produits qu'on goûte. Ils sont vraiment voilà, quoi, très dans l'échange, voilà, le retour, c'est ça, et c'est des vraies rencontres humaines. Donc ça, c'est un très chouette moment, vraiment, pour le coup. Voilà, en dehors du fait qu'effectivement, en plus, comme j'ai dit, en Rome, on a eu des très belles choses qui nous étaient présentées. Vas-y, dis-nous un petit peu, parce que dans l'article avant, j'avais cité deux carafes qu'on espérait voir sans espérer trop, mais c'est… Eh ben, notamment, voilà, s'il faut les citer, par exemple, on va citer la maison Nesson qui a proposé le Zétoile. Il y en a eu je ne sais combien, hein, parce que, encore une fois, le lundi soir, je suis parti, il y en avait encore une qui était entamée, alors il fallait vite revenir, mais en fait, il y en a une sur le VIP, il y en a eu plusieurs au stand, et elle n'était jamais sous la table, elle était sur la table, les gens venaient, ils voulaient goûter le Zétoile, et voilà, c'est une carafe. Alors, on n'est pas là pour parler que de prix, on est parlé aussi pour parler de qualité des jus, mais c'est une bouteille qui est en vente à 2000 balles. Donc, en fait, il y a un moment, et ça compte en fait dans l'idée globale qu'on peut se faire du whisky live. Bon, nous, on est des privilégiés, on goûte des belles choses aussi au courant de l'année, mais pour quelqu'un qui prend sa place pour le whisky live, il va avoir la chance de goûter un Zétoile à 2000 balles, donc qui pourra peut-être jamais se payer, et moi, je peux pas me le payer non plus, hein, donc voilà, je me mets avec lui. Une carafe Bali, qui est la carafe du centenaire, qui est magnifique, mais qui est à 1800 € de prix de sortie. Donc voilà, on a la chance de pouvoir goûter vraiment des très belles choses, et vraiment, les distilleries jouent le jeu, et ça, c'est quand même louable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on se demande, bon, est-ce que je vais au whisky live ou pas, en fait, c'est le seul lieu, c'est le seul salon sur lequel on va pouvoir goûter autant de jus de cette qualité, quoi. Enfin, de cette qualité. Oui, de cette qualité, et en plus, qui sont, en termes de prix, pas forcément accessibles pour le commun des mortels. Donc là, Romain, je me pose une question, puisqu'il y avait les étoiles sur le stand de Nesson, la carafe Bali sur le stand de Bali. Est-ce qu'il fallait aller au VIP, mon cher Romain? C'est la question que je te pose. C'est une vraie question. On a abordé tout à l'heure ce sujet parce que, en fait, il y a plusieurs personnes qu'on a croisées sur le salon qui nous ont dit « Ouais, le VIP cette année, finalement, pas terrible, ou alors, bon… voilà. » En fait, moi, je me pose la question sous cette forme-là. Est-ce que c'est pas, parce qu'on reste au whisky live, est-ce que le VIP, c'est pas avant tout un VIP whisky avec une sélection de rhum qui plaisent aux amateurs de whisky? J'entends par là qu'il y a quand même, si vous regardez ce qui se passe au VIP, il y a certes une sélection avec un petit peu d'agricole, mais bon, les agricoles, c'était les Nesson 4 ans, là, bon, bien, mais c'est pas non plus des choses extraordinaires. Il y avait beaucoup de mélasses, je vais dire, pour faire un résumé, typé Caraïbes anglaise, quoi. On avait des gros jamas, voilà. Bref, on avait toujours des choses un petit peu comme ça. Et puis, voilà, donc moi j'ai goûté pas mal de trucs, c'était bien fait, mais effectivement, j'ai pas trouvé de choses absolument extraordinaires au VIP. En tout cas, ou pas ma cam, ou je sais pas, ou peut-être que nous aussi on devient un peu exigeant à force d'avoir pris des claques sur des claques et des vieux caronniers et des machins. Donc le VIP, bon. Pour un rhummier. Voilà, pour quelqu'un qui apprécie surtout le rhum. Après, moi j'y étais avec un mec qui appréciait beaucoup la mélasse anglaise, et les gros esters, les machins. Il était content, mais il n'a pas pris non plus de claques extraordinaires, quoi. Il y a quelques bouteilles, je crois qu'on t'en parlera, Pierrot, qui étaient chouettes, mais c'est bon, au final, le VIP, bon, voilà. Après, la question, c'est toujours un peu un jour, 2 jours sur le VIP, parce que si on fait qu'une journée, à mon avis, sur le rhum, il y a largement de quoi faire dans la rhum galerie. Si on fait 2 jours, il y a quand même, malgré tout, même si effectivement, il peut y avoir cette frustration de ne pas avoir accès. Et du coup, c'est difficile de dire prenez le pas, parce que d'un autre côté, peut-être qu'il va y avoir sur un nombre de bouteilles qui sont correctes, à très bonnes, la bouteille qu'on aurait voulu goûter ou qu'on va regretter de ne pas avoir goûté.
Mais je suis assez d'accord sur Je fais une toute petite parenthèse, du coup, si éventuellement on y va 2 jours, il faut prendre le samedi au VIP. Parce que le dimanche, il y a déjà moins, et puis le lundi, bah, il y a des trucs que vous ne découvrez pas. C'est fini. Voilà, fallait venir avant, quoi. Bon, bref, mais je te laisse poursuivre. Non, mais vas-y si t'as pas terminé. Non, 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 parce que c'était du coup, juste ça. j'allais un petit peu enchaîner moi aussi sur les petits, on va dire, le mot flop est un petit peu fort, mais ça rejoint un petit peu ce que tu dis, Romain. C'est qu'il y a quand même un embouteilleur qui est un petit peu l'emblème du VIP pour le rhum. Au rhum, enfin, dans le rhum, hein, il y a quasiment que des rhums embouteillés par des embouteilleurs de whisky, type Silver Seal, type rhum sponge, etc., où on est sur des embouteilleurs, on va dire, multi spiritueux. Et on a Vélier qui est le fer de lance du haut de gamme dans le rhum et qui est aussi depuis pas mal d'années maintenant, puisqu'on a eu des très belles bouteilles pour les 70 ans de Vélier. Et un petit peu aussi le pourvoyeur de nouveautés. Je pense que et là, bah, ce qu'a proposé Vélier sur ce Whisky Live, c'est un petit peu en deçà de ce qu'ils nous proposait habituellement. L'année dernière déjà, c'était un petit peu en retrait, mais il y avait quand même pas mal de choix. Il y avait, il me semble, encore les Elliott Erwitt, ce genre de choses. Il y avait quand même une gamme assez conséquente. Là, sur le stand, il y avait un peu de Providence, il y avait un Cambridge qui était pas le meilleur Cambridge à mon sens, en tout cas à mon goût sur ces STSE 2005. Il y en a eu 3 et pour moi, c'est plutôt le troisième, on va dire, des 3. La gamme Habitation Vélier, il y a 4-5 ans, c'était Longpont TK, Hamden AGML. Voilà, là, il y avait un Papa Rouillot 1 an qui était très bon, Ouais. un Renegade et puis un Hamden au WH. Voilà. Et je trouve que voilà, de ce point de vue-là, ça peut jouer un petit peu sur ce côté moins fou du VIP, aussi parce que Vélier était un petit peu le pouvoir de nouveauté. Et ça joue sur Whisky Live, mais peut-être même dans le monde du rhum en général, hein. On a l'impression peut-être en ce moment que ça tourne un petit peu en rond, on attend un petit peu tout la claque, le truc qui va nous sortir, qui va un petit peu nous sortir de nos sentiers battus, voilà, nous faire découvrir de nouvelles choses. C'était ce qui a beaucoup fait Vélier, hein. Il faut quand même leur rendre hommage à ce niveau-là. Et là, c'est un petit peu peut-être un peu plus difficile, il y a peut-être plus de concurrence, il y a peut-être aussi d'autres choix qui sont faits par Vélier sur d'autres types de jus. Mais en tout cas, sur le stand Vélier, c'est la première fois, de mon expérience, que sur le stand Vélier, on peut y aller quasiment. Enfin, il n'y a pas grand monde. Clairement, à chaque fois qu'on est passé devant, c'était pas compliqué d'aller se faire servir. Il y a des années où il fallait tendre son verre, on a l'impression d'être en boîte de nuit, où il fallait essayer d'attraper le regard de la serveuse pour espérer avoir quelque chose. Là, c'était quand même plutôt détendu sur le stand. C'est quand même assez symptomatique. Et deuxième truc qui est assez symptomatique, hein, c'est que la bouteille du Whisky Live, c'était le HLCF 2020 Full Sherry. On passait le dimanche à 15h à la boutique et était toujours dispo. Et ça, c'est assez symptomatique parce que pour ceux qui ont fait quelques Whisky Live, à chaque fois, quand il y avait eu la H ou la OWH avec l'étiquette jaune, c'était les mecs qui rentraient dans le VIP à 12h30, ils couraient dessus et à 13h30, quand le commun des mortels rentrait, il y avait déjà plus rien sur les étagères. Et là, ben voilà, à la fin du Whisky Live, c'était la cuvée, Vélier, Hamden, etc., qui coche un petit peu toutes les cases qui sont censées être le grand carton, et elle était toujours dispo. Elle était toujours dispo le dimanche. Et voilà, c'est un petit peu symptomatique peut-être de. Alors, je ne sais pas si c'est un essoufflement de Vélier, si c'est un choix qu'ils ont fait de pas être au salon, de pas amener du très lourd au salon, parce que il me semble qu'il devait y avoir un Trois-Rivières Goutte de Fût qui devait sortir ou quelque chose comme ça dans la gamme Erwitt. Il y avait des choses qui pouvaient être annoncées. On aurait pu avoir du Appleton qui sont sortis récemment, des choses comme ça. Il n'y avait pas. Je précise juste pour être complètement transparent, on n'a pas goûté les Caroni Paradise. En tout cas, moi, je les ai pas goûtés. Je sais pas si vous avez goûté, Romain, le lundi. Quand on est passé sur le stand, elles y étaient pas. Il fallait revenir tel jour à telle heure. C'est un petit peu compliqué. Voilà, nous, on a prévu de faire notre salon. Enfin, dans l'après-midi, on était autre part. À mon sens aussi, de ramener tout le monde en même temps à un moment sur le stand, ça fait un petit événement, mais c'est aussi un petit peu compliqué derrière pour discuter tranquillement. Ça montre aussi peut-être que, en fait, il y a peu de bouteilles pour le salon.
Ça contrebalance un peu ce qu'a fait Nesson, parce que bon, Nesson, ils auraient aussi très bien pu ouvrir une étoile pour tout le week-end et le servir le dimanche à 16h30 et dire c'est maintenant ou jamais. Je sais pas combien de carafes ils ont passé, mais ils en ont passé un paquet. Voilà, que Vélier a fait un autre choix. Ils auraient pu ouvrir 5-6 bouteilles de Caroni. Ils ont dû en ouvrir peut-être une ou deux, je sais pas. Donc voilà, alors peut-être qu'on les aurait goûtés et on aurait dit putain, Vélier, ils ont ramené des Caroni de fou furieux. Donc voilà, c'est juste pour être transparent, on les a pas goûtés. Reste que ce qu'il y avait sur le stand en permanence, c'était pas forcément dingue. En tout cas, c'était pas au niveau de ce qu'on a pu avoir par le passé chez Vélier, où on s'est quand même éclaté. Faut le dire. Hein, voilà. Ouais, mais bon, Quand on fait des grosses dégustations, il y a quand même une très large partie hors agricole de ce qu'on boit, c'est du Vélier. Donc, voilà, faut pas cracher dans la soupe. Mais sur ce coup-là, c'était un petit peu moins que d'habitude. Non, mais on peut émettre des réserves sans que ça engage l'historique complet de Vélier. Et franchement, même ce que je voulais dire, c'est que même s'il y avait eu les Caroni, on aurait dit ouais, il y a des Caroni, c'était bien, mais le reste, c'était pas fou. On l'aurait quand même dit. Donc, ça n'a pas changé fondamentalement notre avis sur le stand de Vélier. Moi, dans mes petits flops du salon, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est vraiment pour chipoter un peu. En effet, tu as raison, Romain, ça manquait un peu de stand de nourriture. Donc, peut-être, je sais pas, faire des trucs un peu plus. Non, tu l'as pas dit? Non, j'ai dit que je remerciais les personnes qui nous. Ah ouais. J'ai dit qu'on attendait un petit peu au stand. C'était ça. C'est Pierre qui a dit voilà. Mais Pardon. moi, il y avait quand même des gens qui nous ont offert du fromage gratuitement avec une petite tranche de pain et puis voilà, qui était tartiné avec amour. Un très bon beurre. Je faisais allusion à ce qu'avait dit Pierre sur le fait que il y avait beaucoup de monde au stand de nourriture. Peut-être faire quelque chose de peut-être plus simple, je sais pas moi, quelqu'un qui fait des donuts ou je sais pas, un truc rapide que tu peux manger rapidement sans passer. Voilà, donc c'est vraiment juste pour chipoter. La date, c'était sympa quand c'était fin septembre. Mais bon, je sais que c'est parce que j'ai vu ça dans Reporter, il faut dire, c'est parce qu'il y avait Ramsès à la Grande Date de la Villette, c'est pour ça que ça a été décalé. C'est bien parce que fin septembre, il fait souvent beau, donc voilà, c'est vraiment juste pour chipoter. Et puis enfin, l'absence de Swell et d'HSE. Donc Swell, on a pu espérer qu'ils y soient, mais ça ne s'est pas fait. Et HSE était là il y a un an, ils étaient annoncés sur le site comme présents, ils n'étaient pas là. Donc voilà. Et sur ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord avec vous. Et puis sur la date, Simon, je confirme pour tous ceux qui ne sont pas parisiens, caler ça un premier week-end de vacances scolaires, ça complique les choses. Voilà. Ça augmente le budget, ça c'est plus compliqué. Je pense que je suis pas le seul à avoir un peu galéré pour trouver des transports pas trop chers, etc. Voilà, c'est en conjonction avec les demi-finales de la Coupe du Monde de rugby et le début des vacances scolaires. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde sur Paris ce week-end-là. Donc Thierry, si tu nous écoutes, fais pas ça au même moment l'an prochain, d'accord? Il n'y aura pas la Coupe du Monde déjà. Mais bon, on croit en lui. Donc là, maintenant, on va passer à nos top bouteilles. Et après, on va gentiment conclure parce qu'on a pas mal parlé. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Je trouve qu'on a bien géré cette année en termes de timing. Je suis fier de nous. Il faut le dire aussi. Tant que ce soit fini. Non, je crois en nous jusqu'au bout. Je dis ça pour mettre la pression, tu vois. Comme ça, on reste bien. Vas-y. Ok, nos amis de YouTube. Ok. Vous êtes avec nous toujours ou pas? On verra ça plus tard. On le saura très vite. Donc moi, dans mes top bouteilles, vraiment, je pense que parmi mes top 3 largement, si ce n'est top 1, c'est la Pasquet Cognac de Paul 57, qui était vraiment, c'était un top partagé par nous trois, mais vu qu'on s'est partagé les bouteilles et que j'ai pris. J'ai choisi, ouais. J'ai eu le premier tour de draft, donc j'ai choisi le Cognac de Paul. C'est un peu le Wembanyama du Whisky Live. Donc vraiment un super cognac. En plus, on a passé un petit moment justement avec Paul, pas le même que le cognac, mais Paul de chez Pasquet qui était avec nous à ce moment-là. Je crois que c'était toi et moi, Pierre, samedi, non? Super sympa. On a bien échangé avec lui. Vraiment un super accueil chez Pasquet. Donc ce cognac de Paul 57, vraiment magnifique. Il était, je crois, je ne dis pas de bêtises, à 42,7, je crois, mais une texture folle, un superbe spiritueux tout court. Et voilà. Donc après, j'enchaîne avec le domaine de Charon. Moi, j'ai beaucoup aimé les années en 7, avant 2000, 87 et 97, au domaine de Charon, deux Armagnac, donc. Ouais,
Toi aussi, super, ça fait plaisir. Ouais, pareil, enfin, ouais, Ouais. je suis très content. Encore l'unanimité. Donc, de mémoire, le 97, qui était un peu sur des notes un peu atypiques, de noix, etc. On a évoqué la noisette du Piémont, enfin, c'est Pierre, fin gourmet. Je crois que c'est le 97. Vraiment deux très, très beaux spiritueux. On va rester dans les spiritueux français. Moi, j'ai beaucoup aimé un Cornog, donc c'est un whisky breton. Ex Libris, donc ça c'est l'embouteillage, une gamme d'embouteillage de whisky, si je ne dis pas de bêtises. J'ai beaucoup aimé le 2015, qui était vraiment très très bien. J'ai presque fini. Après, j'ai bu un Laphroaig 34 qui était vraiment sublime également. Et enfin, deux tops en rhum quand même, parce qu'il ne faut pas. Voilà, tu as évoqué tout à l'heure le Paparouillot 1 an, Pierre, pour Habitation Veillée. Je crois que c'est Pierre, excuse-moi, Romain, si c'est toi, mais je crois que c'est toi, Pierre. Que j'ai beaucoup aimé parce qu'il était. Alors, moi, peut-être si vous connaissez un peu le site, je ne suis pas le plus grand amateur des rhums gourmands, mais là, j'ai eu une belle gourmandise et c'était vraiment très, très sympa. Et enfin, dans mon dernier top, le Vieux Bio par Naisson, donc le nouvel embouteillage. Pareil que j'ai goûté sur vos conseils, messieurs. J'ai été goûté, j'ai pris un verre, je me suis dit c'est vraiment très très bon. J'ai pris un deuxième verre juste après en me disant j'ai peut-être rêvé. Et non, c'était toujours vraiment très bon. Donc voilà, donc il y a eu deux whisky, deux rhum, un armagnac et un cognac. Donc ça reflète. Le whisky, c'était un peu moins mon truc. J'en ai goûté moins, mais j'ai mieux goûté. Donc voilà, c'est mes tops. Et il y a vraiment beaucoup d'autres que j'ai apprécié. Donc, il a fallu restreindre un peu la liste pour ne pas trop monopoliser la parole. Donc, Pierre, à ton tour. Allez, à mon tour. Alors, je vais commencer par, pareil, je vais finir par les rhums, tiens. Je vais commencer par un cognac qui m'a particulièrement plu. Donc, alors, je suis désolé si j'écorche un peu le nom, mais je suis pas encore trop au fait de comment on prononce les marques de cognac. Mais le Valaine et Tersigné, le lot 75. J'ai trouvé un cognac avec un petit peu de bois, avec un petit peu de puissance, un peu plus de 52 degrés. J'ai beaucoup apprécié et dans la gamme, j'ai aussi beaucoup aimé le XO vieille réserve, leur XO classique en fait. J'ai trouvé que pour un spi, on a souvent l'impression que on dit souvent que les rhums à moins de 45 degrés c'est un peu ledge. Et ben sur les cognacs, on a des produits avec quand même une belle intensité aromatique, une belle concentration sur ces degrés-là. Donc c'est plutôt bien complémentaire en fait. Je pense, de ce qu'on peut boire en rhum, où en général, on est sur des degrés un petit peu plus forts. Et sur ce XO à 40 degrés, qui doit être vendu dans les 80 balles, j'ai trouvé ça, voilà, j'ai passé un bon moment. J'ai vraiment apprécié. C'est une bouteille que vraisemblablement, je vais essayer de me procurer. Je ne devrais pas trop en difficulté à procurer d'ailleurs, parce que c'est des choses qui sont produites en très gros volume, qui sont faciles à trouver, contrairement à ce qu'on peut avoir dans le rhum. Si on passe au rhum, moi j'en ai retenu trois. Le Hamden de plantation, des quelques Hamden qu'il y avait sur le salon, à mon sens, c'était le meilleur. C'est un AJF. AJF, c'est en termes de marque, c'est équivalent à HLCF, si je dis pas de bêtises. 2008. C'est super gourmand. Comme c'est le fer plantation, ça reste des Hamden qui sont équilibrés. C'est pas non plus un truc complètement estérisé dans tous les sens, même si c'est lourd et puissant. L'alcool super bien intégré. On a ces fruits tropicaux. C'est vraiment un truc qui est bien foutu. Comme d'habitude chez Plantation, ça sera super bien positionné en prix puisqu'on doit être à 140 € en PVC. Voilà, pour un Hamden de 15 ans. Je pense que ceux qui connaissent un petit peu les prix dans le rhum, c'est un petit peu anachronique, ces prix-là. Donc tant mieux, parce que bon, c'est un rhum en plus qui est beau de fût à 62 degrés, quelque chose comme ça, ou 61 et des brouettes. Donc c'est un vrai produit qualitatif et on est sur un prix d'avant Covid presque, j'allais dire. Euh, en, en deuxième rhum, j'ai noté un Clarendon chez Rhum Sponge. Donc c'est un Clarendon 97. 25 ans, dont de mémoire 17 ans de vieillissement tropical. Mais là, je peux dire une bêtise par contre. Ouais, je crois J'ai que c'est plus plus ou moins l'étiquette ça, sous les ouais. yeux. Ou 20 ans, enfin, grosse part de vieillissement tropical. Et c'est un Clarendon. Je suis pas un grand fan de Clarendon dans les Jamaïcains en général, parce que justement, voilà, je trouve que c'est des Jamaïcains qui sont un petit peu trop
un petit peu trop gentil en fait, et du coup sur des profils voilà, parfois qui ne conviennent pas trop. Et là, on a quelque chose qui est assez roots, qui a beaucoup de fruits aussi, beaucoup de fruits tropicaux et un côté un petit peu, ça colle au palais en fait. Ça, c'est assez envahissant et il y a une longueur folle. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien foutu. Enfin, parmi les clarendons que j'ai pu goûter, il se place tout en haut. Donc, j'ai trouvé ça très, 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 très fort comme dégustation. Ça va sortir autour de 300 euros. Donc, voilà, en termes de prix, c'est plus cher. C'est sûr. Après, si on remet dans le cadre, 25 ans, large part de vieillissement tropical, c'est pas non plus un prix complètement fou. Voilà. Je sais pas si on devait parler de prix, mais j'en parle. Bah, si, ça fait partie de l'équation. Hein. Ouais, exactement. Voilà, je trouve que voilà, en rapport qualité-prix, peut-être qu'il y a 2-3 ans, j'aurais pas dit la même chose, mais là, quand je vois ce qu'il y a à 300 euros sur ces bouteilles entre 200 et 300 euros, ce qu'on a vu chez d'autres embouteilleurs. Voilà, je trouve que ça tient très bien la route. Le marché a évolué. Le marché a évolué, pardon. on peut pas. Le marché a évolué, on peut pas le nier, donc c'est indéniable. Et en dernier, j'ai mis la carafe de Bali. Elle demandera à être rebootée. Je sais pas si je pourrais la rebooter un jour d'ailleurs, vu le tarif. Même si je place quelques espoirs On espère. cachés. Mais mais alors je dis je vais pas la rebooter parce que c'est pas des rhums de salon. Clairement, le premier jour on l'a goûté un petit peu dans l'après-midi. Du coup le lendemain on s'est dit on va le goûter en début de journée ou assez rapidement pour voilà, c'est pas forcément des jus comme la étoile d'ailleurs, c'est pas des jus qui tirent leur épingle du jeu dans un contexte de salon parce que c'est sur des degrés plus bas, c'est très fin, etc. Et on dit ça et en même temps, on a goûté des cognacs extrêmement fins et qui ont tiré leur épingle du jeu. Donc peut-être qu'on se trompe à ce niveau-là, peut-être que. Mais en tout cas, voilà, j'ai apprécié la dégustation. J'ai trouvé que comme c'est le faire Bali sur les Art Déco, on avait des produits réduits, mais là encore avec une belle concentration, avec de la texture. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très beau produit. Alors là, on peut aussi parler du prix. Clairement, on est sur un prix où on se pose la question de est-ce que c'est un produit qui est fait pour être bu, parce que on est sur un produit qui a plusieurs dizaines d'euros le verre, les 3 centilitres, donc c'est 1800 euros la bouteille. Donc ça c'est un produit de collection peut-être, un produit d'exception, mais en tout cas c'est une belle dégustation. J'ai trouvé que c'était une belle dégustation. Voilà, j'ai fait le tour de mes coups de cœur. Il y en a eu plein, comme tu as dit Simon. En réalité, l'accueil était top partout. On a goûté plein de produits de qualité. Voilà. Il faut faire une petite sélection. Il n'y avait pas un blanc, pardon, chez Nesson. Oui, alors je voulais pas le piquer à Romain. Je sais pas si c'était plutôt Romain qui devait en parler ou moi, mais moi Vas-y, lâche-toi. nous ça fera peut-être un petit peu passerelle, Romain, parce que je sais que t'es un petit peu le représentant des rhums blancs dans la team préférence rhum. J'ai beaucoup aimé le Clos Godino de chez Nesson. Beaucoup, beaucoup. C'est vraiment les rhums blancs comme je les apprécie, très ronds, très doux, très agréable. C'est le décollage qu'on a chroniqué sur le site. C'est le même jus. Simplement, il y a la version, il y a le nom, il y a l'étiquette pour la Martinique et l'étiquette pour la métropole. Alors, je sais pas le pourquoi du comment ce choix, mais peut-être que décollage, ça parlait pas à la métropole et qu'ils ont cherché quelque chose d'un peu plus qui donnait un effet un peu plus, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un très très beau rhum blanc et qui était d'ailleurs proposé sur la Cocktail Street en différents degrés de tiponche ou de cocktail et qui promet des très très beaux tiponches pour les prochains séjours en Martinique ou pour l'été prochain. Ah, carrément. Carrément. Non, c'est fait partie effectivement des rhums que je voulais mettre en valeur. Enfin, si je devais sortir des rhums blancs du lot, puisque c'était un peu le cas. Rapidement, je vais faire un peu comme vous sur mes mois coup de cœur hors rhum. Donc du coup, j'ai goûté pour le coup au VIP un magnifique Kaolila 30 ans dans la gamme The Artist. Mais voilà, ça c'est les gens qui me connaissent vraiment dans le privé savent que Kaolila c'est vraiment une distillerie que j'apprécie particulièrement. Et donc du coup, en version 30 ans, c'est
C'est absolument magnifique. Enfin, faut goûter ça, mais c'est pareil. Je n'ose même pas me demander quel est le prix parce que si un Bali et carafe est à 1800, ben, un Kaolin à 30 ans, je pense que c'est plus du double. Donc, voilà. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à déguster ça. J'ai pris aussi pas mal de plaisir. On va rester dans le whisky et on va faire un pont avec ce que je vais dire après. Le domaine des Hautes-Glaces, qui est en fait une distillerie que je connaissais pas beaucoup parce que depuis que je suis un peu tombé dans le rhum, je bois en fait de moins en moins de whisky, en tout cas, enfin, de moins en moins de nouveautés. Mes whisky live sont assez chargés en général en dégustation rhum pour que je puisse vraiment passer du temps à goûter des whiskies. Et vraiment, la distillerie des Hautes-Glaces, enfin, domaine des Hautes-Glaces, je trouve qu'ils font un super boulot avec des whiskies notamment de seigle. Et on en a goûté un qui est vraiment une sortie de distillat qui a juste été reposé en cuve et donc du coup qui a un whisky blanc. Ce qui est un truc qui est normalement totalement imbuvable, hein, c'est pas, voilà. Et là, c'est vraiment, c'est frais, ça change beaucoup, ça tend presque vers le gin parce que la seigle, c'est une céréale qui est un peu moins gourmande que l'orge. Voilà, ils font un truc un peu, une geekerie absolue, c'est-à-dire qu'ils font un parcellaire, un whisky, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un champ de seigle qui est très bien ensoleillé sur un versant, hein, et un autre qui est beaucoup plus pierreux avec un autre sol, et ils font une double version. Donc du coup, c'est vraiment une espèce de parcellaire de whisky. C'est très étonnant, donc il faut goûter évidemment les deux en comparaison. Moi, j'étais assez... bon, après, c'est vraiment le côté... on va chercher des petites choses qu'on connaît pas et tout. Je sais pas si ça vaut le coup d'acheter des bouteilles juste pour ça, mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Je vais donner un petit coup de cœur léger à Berry Bros, qui est un embouteilleur absolument fabuleux, qui va chercher des jus partout dans le monde et qui a toujours une ou deux petites bouteilles de rhum de qualité au milieu de ça. J'ai goûté quelques whiskies sur leur gamme. Je suis incapable de redire lesquels exactement, mais j'ai vraiment apprécié l'ensemble. Par contre, ils ont un petit Guyana Diamond qui a une note de coco qui m'a accompagné pendant au moins un quart d'heure après la dégustation. Voilà, donc du coup, j'ai vraiment dû manger quelque chose pour m'en débarrasser et repasser à une dégustation normale. Mais c'était vraiment très, très chouette. Pour continuer un peu sur les spiritueux français, tu en as beaucoup parlé, Simon, mais effectivement, moi, j'ai eu la chance, pareil, c'est le dernier stand que j'ai fait, le lundi soir, je suis passé et j'ai discuté avec Jean Pasquet pendant quasiment une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai repris la cuvée de Paul que tu connaissais, que tu as présentée. J'ai pris, parce que moi, je ne connaissais pas, parce que je suis passé à côté l'année dernière, la cuvée André, qui était absolument incroyable. On a eu, il est pareil, hyper content de raconter l'histoire de cette cuvée, de un mec qui a fait en fait un blend des années 60, 69, 70, 71, 72, je crois, et qui a tout mixé dans un seul tonneau parce qu'il devait débarrasser son hangar. Bref, et donc du coup après ça a été, on connaît pas les proportions, ça a été fondu dans un seul fût, donc du coup pendant X années, ce qui fait que le mélange s'est complètement apaisé. C'est une longueur, c'est magnifique, c'est effectivement quelque chose de délicat. On a tendance à goûter des choses assez chargées en alcool. Là, c'est à 42, 43, enfin, je sais même plus, mais voilà, ça, donc, du coup, au moins 50 ans, c'est fabuleux. Bon, ouais. C'était vraiment, vraiment très chouette. Et puis, encore une fois, des gens qui sont vraiment, voilà, ravis d'échanger, on discutait. Il y a la petite fille d'une des personnes, il y avait la cuvée Jean-Charles qui était là, et j'ai eu la petite fille du fameux Jean-Charles qui est passé. On a discuté avec elle, elle m'a demandé comment. C'était vraiment hyper agréable, quoi. Ensuite, du coup, si vous tenez un petit top en rhum, je vais essayer de faire un petit top en blanc. J'ai beaucoup aimé, mais alors vraiment, je trouve qu'ils font un super bon boulot, les rhums blancs de chez Bologne. Je suis passé, on a goûté l'éthique, qui était une sortie, une nouveauté pour ce salon. C'est fabuleux. J'ai eu le distillat à 100% canne noire, qui est pareil, extraordinaire. La batterie, je ne l'ai pas goûté parce que je l'ai chez moi, mais vraiment, c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment très, très beau rhum. C'est vraiment. Moi, je bois ça. J'ai besoin d'un petit peu de fruits quand même. Je peux pas avoir des choses trop sèches parce que je bois tout ça pur. Je mets pas de citron et pas de sucre dans mes petits punchs, mais vraiment c'est fruité, c'est enrobé, on sent la canne, c'est vraiment, enfin c'est très très bien fait, donc vraiment un grand coup de chapeau à eux pour la qualité de leur rhum blanc. Je voulais parler du Clos Godino qui est quand même assez extraordinaire, et il y avait, mais tu en as déjà parlé, et j'ai eu du coup pour le coup sur le VIP
un rhum blanc qui est un blend en fait de un élevé sous bois martiniquais. Enfin, non, je sais pas si ça peut se dire parce que je sais pas si ça a l'appellation, C'est grave, ouais. dans l'AOC ou pas. Mais bon, enfin, un jus de Martinique qu'ils ont mélangé avec un Jamaïcain. Alors, je sais pas si c'est en 50-50 exactement. Ça vous donne, s'il n'est pas tout à fait blanc, il est légèrement ambré, mais très, très, très légèrement. Et c'était très intéressant le mélange des deux en cocktail, voilà. Et c'est Zat Rum Boutique Company, je crois, le nom de la boutique qui vend ça. Voilà. Et c'est à 58 degrés et c'est à 50 et quelques balles. Donc en fait, vous avez vraiment un rhum super cool pour faire des cocktails ou même à boire comme ça en dégustation, hyper atypique pour, on va dire, une somme qui est relativement, pour un blanc de qualité qui est relativement faible. Et je vais terminer parce que en fait, voilà, je ne vais pas parler que de rhum blanc, par un gros, enfin pas un coup de cœur parce que c'était mon coup de cœur du whisky de live de l'année dernière, mais je suis très très content parce qu'en fait, Isotier, c'est une très belle maison de la Réunion et qui en fait confirme en fait, qui a sorti des jus d'une qualité assez exceptionnelle l'année dernière et qui a mis un peu tout le monde sur le cul parce qu'ils sortaient des 15 ans à 135 balles en prix public. Il y a eu des très très belles choses qui sont sorties l'année dernière. Et ben ils ont remis ça cette année en sortant un très beau très bel agricole qui est un blend de 10 et de 15 ans, je crois. Un très beau Mélas aussi, parce qu'ils font évidemment comme c'est une Attends, île. juste, je parle de Apollonie, hein, ça pour. Apollonie, alors Apollonie, c'est effectivement voilà, c'est un des coups de cœur je pense, de la team globalement. Ils agricole 10-15, c'est bien ça. Hein. Ouais, le mix agricole 10-15, c'est l'Apollonie. Ils ont un 13 ans, je crois, qui est le batch 2 de l'Antoinette, parce qu'il y avait déjà une première version en mélasse de l'Antoinette l'année dernière. Là, c'est le batch 2 qui est en 13 ans, je crois, en mélasse. C'est très chouette. Selon moi, le Louis et Alfred, qui est leur version blend, voilà, où ils font un 50-50 agricole mélasse, est un peu plus dispensable. Et puis, ils ont une idée de sortir, et ça, je trouve ça très, très chouette, des versions, les single casks. Ils avaient sorti des single casks l'année dernière. Une partie en version brute de fût et une partie en version réduite. Et ces versions réduites, elles sont à 58 degrés. Et 58 degrés, ça vous fait en fait une longueur en bouche. Bah voilà, il y a des brutes de fût à 60 qu'on prend pour leur longueur en bouche. Voilà. Les versions brutes de fût 73 et 79 degrés, on peut apprécier. Moi, je peux apprécier un verre de temps en temps, mais je ne sais pas si j'irai acheter une bouteille. Par contre, en fait, les deux versions réduites que sont l'Aventurier pour le Mélas et l'Audacieux pour l'Agricole, bah, c'est deux bouteilles que j'ai déjà mis en cave. Je suis allé à la boutique et je les ai prises pour rien vous cacher. 58 degrés, c'est vraiment, vous avez de la longueur en bouche et en même temps, c'est pas trop concentré comme un brut de fût. Puis vous pouvez quand même rajouter un peu d'eau dedans, ça va pas devenir de la flotte. C'est voilà. Enfin, moi, je trouve le choix assez judicieux. Du coup, toute leur gamme est à 58. Enfin, dans ces cuvées-là, en tout cas, ça vous permet de faire des comparaisons aussi entre Agricole et Mélas. En fait, je suis content parce que c'est vraiment une belle distillerie qui a un bel état d'esprit, qui arrive et qui est en train de se faire une vraie place. Et pour le coup, ils se foutent pas de notre gueule parce qu'encore une fois, tous ces produits-là, ils sont trouvables, en fait, dont je viens de vous parler, entre 135 et 160 euros, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça reste des. Enfin, quand on voit certaines cuvées, tu vois, qui n'ont pas 15 ans et qui sortent à 200 balles, bon, bah là, encore une fois, c'est des distilleries qui jouent vraiment le jeu et c'est vraiment agréable. Donc un grand coup chapeau à eux. Voilà, ils se reconnaîtront. Je les remercie beaucoup. Ouais, et ben écoutez, c'était super, super. Il y a 2-3 trucs que j'aime bien rajouter, parce qu'on a tous évoqué le Genesis XO qu'on a beaucoup aimé. Donc, personne ne voulant le piquer à personne ne l'a cité, donc ce serait dommage. Alors, je vais me permettre, parce qu'en fait, Flo dit souvent qu'il aime beaucoup, parce qu'il n'est pas là, on fait un petit hommage quand même. Flo dit souvent qu'il aime beaucoup les blancs de chez Longto. Moi, j'adore les blancs de chez Longto aussi, je suis vraiment très très fan. Mais par contre, on n'est pas très très fan de leur version vieillie, notamment leur blend, leur série blend. Et pour le coup, avec ce fameux XO Genesis, on a enfin un vieux Longto, je dirais vraiment de qualité, quoi. Ouais, tout à fait. Il y avait les 4 versions, donc élevé sous bois, vieux et XO, VO, XO. Et les 4 étaient bien, hein, mais vraiment
le XO très très bien, très gourmand, etc. Donc on a tous pris une petite claque. Il y avait les 4 éphémères, sur le stand Saint-James. C'était cool de faire les 4. Franchement, c'est super sympa. Il y avait les 4 bouteilles étaient là non-stop tout le week-end. Donc pareil, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les marques qui jouent le jeu, les spiritueux français, etc. Donc ça, c'était très bien. Et en Cantada aussi, il y avait 3 bouteilles haut de gamme pour le salon qui étaient là. Loose Pitbull 95 bien boisé, etc. Un coup de sang 2005 très très beau aussi. Enfin, il y a vraiment plein de belles choses. C'était un super salon. Les gars, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous avez un petit mot, quelque chose vous vous êtes dit, mince, j'ai oublié, c'est le moment ou jamais? Allez, moi je veux bien pour conclure aussi. Je vais conclure un petit peu pour ma part avec ce qui concluait aussi nos journées au Whisky Live, c'est la Cocktail Street. Pas forcément client de cocktail sur le papier, même loin de là. Mais l'idée est top et ça permet vraiment de prolonger le salon en fait. Notamment, bon, selon les plannings, on y en a peut-être moins profité cette année, mais pour les gens qui viennent de loin, bah, à 19h30, c'est pas fini en fait. Et le milieu du rhum est un petit milieu. C'est des gens qu'on connaît toute l'année à travers les réseaux, mais qu'on voit pas souvent. Et la Cocktail Street, c'est le moment un petit peu de décompression aussi, où on peut un peu, c'est très festif, c'est bien foutu. Franchement, ça donne envie d'y passer la soirée. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment, ça pouvait me paraître à quelque chose qui n'était pas pour moi sur le principe. Quand j'ai vu ça il y a 2-3 ans qu'ils ont lancé la Côte Street sur ce format-là. Et en fait, c'est vraiment le prolongement du salon. Ça permet un moment de convivialité et voilà. Donc un petit mot sur ça parce que je trouve que l'idée est top et c'est bien foutu. Ouais, bah ça renforce le côté journée totalement immersive où tu arrives à aller à 13h30, mais voilà, on va prendre le cas standard et tu peux finir bon, un peu éméché, mais c'est pas grave, tard dans la nuit. Et tu peux te faire la partie déguste, la partie déjeuner, voilà, c'est street food sympa, etc. Tout est plutôt bon, hein, on va quand même le dire aussi, tu manges plutôt bien. Et le soir, tu fais un petit côté soirée. Donc ouais, l'an prochain, on va peut-être essayer de passer un peu plus de temps à la Cocktail Street avec les gens qu'on connaît. Donc, Romain, c'est bon? T'as Oui. oublié personne? Ok. J'étais un peu cassé tout à l'heure chez moi, mais on Non, mais essaie de tenir des délais raisonnables. Voilà. Donc, écoutez, c'est la fin de ce live. J'espère on espère, pardon, que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit message pour nous dire qu'on a raison, qu'on a tort, que vous aimez ce qu'on fait ou pas. Tout est bon à prendre. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Romain, Pierre, pour ce très, très beau dimanche tous les trois. C'était super. Les amis, je vous dis très bonne soirée ou très bonne journée si vous nous regardez la journée. Au revoir tout le monde. salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live pour Expérience Rome.